Bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer. Merci d'être présent pour le séminaire Credo. Bonjour Donc je Sophie. me permets, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous accueillons l'équipe de la CAS, ou cellule d'analyse en sciences sociales, qui est en fait une unité d'UNICEF, une unité de recherche opérationnelle qui fournit des analyses intégrées pour soutenir la prise de décision des acteurs de la réponse aux épidémies en temps réel. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fanny Missengabou et Pia Huck, qui travaillent toutes les deux pour la CAS. Donc Fanny Missengabou est démographe de formation. Elle travaille dans la recherche depuis 2013 et a travaillé avec plusieurs bureaux d'études dans toute la RDC. Elle a rejoint la CAS en 2020 à Kinshasa, où elle encadre l'équipe de recherche locale. Elle aime tout particulièrement travailler sur le terrain et être en contact direct avec les communautés. Pia Huck, elle est avec la CAS depuis 2019. Au début, elle a rejoint la CAS dans le cadre de la réponse Ebola à l'est de la RDC, puis en Équateur. Et maintenant, elle est en charge de la CAS à Kinshasa sur les problématiques des impacts plus larges du Covid, mais aussi de la santé sexuelle et reproductive. Elle est particulièrement intéressée par la santé communautaire, par les approches de la santé publique fondées sur les droits humains, dont droit à la santé, et notamment la couverture santé universelle, ainsi que les réponses d'urgence aux crises sanitaires, comme Ebola. Je laisse maintenant la parole à Fanny et Pia, qui vont vous parler plus en profondeur de la CAS. Merci Soledad pour la présentation. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre séminaire. On va donc vous présenter, Fanny et moi, la cellule d'analyse en sciences sociales. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Notre particularité? Et puis, on va essayer de vous donner un exemple un peu de notre approche de la recherche. Donc, la CAS, cellule d'analyse en sciences sociales. Est-ce qu'on peut passer, Fanny? Oui. On essaye de coordonner les slides. Si vous pouvez juste attendre une seconde. Donc, la cellule d'analyse en sciences sociales. En un mot, si on devait résumer qui nous sommes une unité de recherche opérationnelle au sein d'UNICEF en RDC, mais au service de tous les acteurs qui travaillent en santé publique. Et nous effectuons des analyses rapides en temps réel et de manière intégrée dans les contextes d'urgence de santé. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous explorons les dynamiques de santé dans les contextes d'urgence à travers le pays pour mieux comprendre les perceptions et les dynamiques communautaires. Une de nos particularités, c'est que nous intégrons et nous analysons des données de différentes sources afin d'avoir un tableau plus complet d'une situation sanitaire et d'influencer la prise de décision. C'est ce qu'on appelle analyse intégrée des épidémies. Une autre chose que nous faisons, c'est que nous présentons les conclusions de nos études aux acteurs en santé, en RDC, que ce soit les acteurs gouvernementaux, des Nations Unies, des ONG, mais aussi les organisations locales et les acteurs communautaires. Et le but de ces présentations, c'est de les encourager à prendre action sur la base de nos données. Et nous les accompagnons d'ailleurs dans l'élaboration d'actions basées sur nos analyses et poursuivre avec eux la mise en œuvre et garantir un impact. Donc, ce que je veux vraiment mettre en avant ici dans cette présentation, c'est que pour nous, un des points cruciaux de notre recherche, c'est que nos données soient utilisées de manière concrète. Et donc, nous concevons nos études en fonction de la manière dont les résultats peuvent être utilisés et par qui. Et si, avant de commencer notre recherche, nous n'avons pas la certitude que ces données seront utiles et pourront être utilisées par des acteurs de terrain, on décide de ne pas faire cette recherche. Donc, des exemples d'utilisation de nos analyses. Le premier, c'est utiliser nos analyses
pour que les programmes et les activités humanitaires répondent aux besoins réels des communautés. Donc, en quelque sorte, c'est pour aiguiller les programmes et les activités sur le que faire. Et le deuxième volet, c'est d'utiliser nos analyses pour que les voix des communautés soient prises en compte dans la mise en œuvre également des activités et des interventions. Et donc ça serait plutôt comment faire, comment mettre en œuvre ces activités en mettant les communautés au centre. Et donc, qui peut utiliser les données de la CAS? Comme je vous disais, on travaille au sein d'UNICEF, mais nos données, nos études, elles sont pour tous les acteurs, le gouvernement, les instituts de recherche, les institutions académiques, les ONG, mais aussi les associations de la société civile et même des organisations communautaires. Alors, ce schéma, ici, c'est pour vous montrer comment on implique différents niveaux dans notre processus de recherche afin d'obtenir des résultats concrets, afin de faire en sorte que nos données soient utilisées. Alors, je vous invite à commencer par la gauche. On a 4 points qui expliquent comment on peut être amené à débuter une étude ou pour quelles raisons. Donc, la première raison qui peut nous amener à commencer une nouvelle étude, c'est la situation épidémiologique, la situation de santé. Donc, on consulte régulièrement les indicateurs en santé de surveillance épidémiologique. Et donc, s'il y a une situation nouvelle qui apparaît, ça peut nous pousser à commencer une recherche. Ensuite, on peut commencer des nouvelles études à la demande de nos collègues d'UNICEF, mais aussi à la demande d'autres acteurs et partenaires locaux qui veulent s'intéresser à un sujet en particulier. Et puis enfin, on peut aussi décider de commencer une étude sur la base de données existantes. Par exemple, on fait une étude et il ressort de cette étude des données intéressantes, des nouvelles questions, et donc ça peut nous pousser à enrichir encore et commencer une autre étude pour comprendre. Donc ensuite, on arrive donc à notre question de recherche et on définit nos termes de référence, les objectifs de notre étude, l'utilisation des données, on y revient toujours, et la méthodologie. Et on essaye de faire ce processus dans un temps plus rapide pour, comme je vous disais, être plus proche du terrain, pouvoir produire des analyses dans un temps rapide qui peuvent être utilisées quasiment en temps réel. Donc, par rapport à ça, on n'est vraiment pas dans une démarche de faire des études de long terme qui prennent des mois et des mois à être conçues, etc. On essaye le plus possible d'être proche des contraintes de temps de la mise en œuvre de terrain. Donc, dans ces termes de référence de notre étude, pour revenir à notre schéma, on intègre les contributions des différents acteurs qui seraient intéressés, donc que ce soit nos collègues d'UNICEF, mais aussi les homologues du gouvernement, les associations locales. Et donc, on fait valider nos études par ces gens-là qui seront sur le terrain. Ensuite, on passe à la collecte de données. Alors, la particularité de la CAS, c'est qu'on collecte nous-mêmes nos données. On a une équipe de recherche locale, alors ici à Kinshasa, mais on a aussi une équipe dans l'Est. Et si on se déploie sur d'autres provinces, en fait, on collecte nous-mêmes nos données. On ne fait pas recours à des parties tiers pour collecter nos données. Et puis ensuite, on les analyse. Et c'est là qu'a lieu le processus d'intégration de différentes données et de différentes sources. Pour nous, c'est vraiment important, voire indispensable, d'avoir différentes sources de données pour vraiment comprendre d'une manière complète la situation sanitaire dans un lieu donné. Et ça nous permet d'avoir des analyses qui sont beaucoup plus solides. Et puis enfin, on arrive à la dernière partie. C'est ce qu'on appelle le co-développement des actions sur la base des conclusions de notre étude. Et c'est là où on revient encore une fois à l'importance d'utiliser les données pour un résultat concret. Et nous, on accompagne vraiment les utilisateurs des données dans tout ce processus. On les implique dès le début et puis ça va pour nous jusqu'à la fin. C'est-à-dire on s'assoit avec eux, on présente les conclusions et on réfléchit ensemble à comment on peut traduire les conclusions de notre étude en activités concrètes sur le terrain. Donc, ce schéma, c'est un peu, dans la deuxième partie de la présentation, on va essayer de vous donner un exemple un peu plus concret
en vous parlant d'une des études qu'on est en train de mener dans la zone de Kinshasa. Et donc, je passe la parole maintenant à ma collègue Fanny, qui va essayer de vous donner cet exemple de cette étude pour vous expliquer de manière plus concrète comment ça fonctionne la CAS. Voilà, Fanny, je te laisse la parole. Merci. Merci Pia, bonjour tout le monde. Comme a dit Pia, je vais vous expliquer, vous donner l'exemple d'une étude concrète que nous avons menée. Nous sommes en train de mener en télé. C'est l'étude sur les déterminants de genre dans l'anémie. Alors, la première question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est pourquoi Ntélé est choisi? Premièrement, c'est parce qu'Ntélé, pour ceux qui connaissent, c'est une zone urbano-rurale et à la périphérie de Kinshasa, et avec les problématiques urbaines et rurales qui se rencontrent dans cette zone. Alors, pourquoi l'anémie? Parce que, comme vous le savez, l'anémie peut avoir des conséquences sur la santé de la femme et de l'enfant. Mais pourquoi alors les questions du genre? Oui, ça nous permet de comprendre pourquoi les femmes et les filles sont le plus touchées. À part les raisons biologiques, mais on aimerait savoir s'il y a d'autres causes qui font en sorte que dans cette zone, les femmes et les filles sont plus touchées que les hommes. Mais pour cette étude, nous, on cherche à avoir une compréhension multidimensionnelle des problématiques autour de l'anémie et de la malnutrition chez les femmes et chez les filles. Et les résultats de cette étude vont être utiles pour utiliser dans le cadre d'un projet GYM qui est en télé, mais non seulement dans ce projet-là, mais aussi pour d'autres projets et d'autres activités qui sont menées dans la zone. Alors, l'étude a deux objectifs. Le premier objectif, c'est comprendre les parcours des soins et les comportements en santé en télé, afin de comprendre les problématiques en santé prioritaires dans la zone, selon les communautés, et aussi identifier quelles sont les barrières que les gens de la communauté connaissent pour avoir l'accès aux soins. Mais le deuxième objectif, c'est aussi comprendre les causes de l'anémie chez les femmes et les filles. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprendre les causes multidimensionnelles de l'anémie, mais aussi avoir un focus sur les déterminants du genre. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la méthodologie. Comment nous avons réussi à mener cette étude. Lorsqu'on a pris la décision de commencer, on s'était dit comment on fait pour commencer l'étude, qu'est-ce qu'on fait, par où on commence. On va faire d'abord des études, des entretiens exploratoires. On s'est décidé d'aller dans la zone, parler d'abord avec l'équipe cadre du bureau central de la zone. Et donc, on a parlé avec le médecin-chef de zone, on a parlé avec le chef de RECO, quelques idées pour essayer de comprendre un peu l'itinéraire thérapeutique dans la zone et comprendre quelle est la perception de la communauté face à l'anémie. Alors, on a fait ces entretiens et ensuite, on est rentré, on s'est dit, avant de se lancer dans la zone, il vaut mieux comprendre ce qu'il y a comme problème d'anémie dans la zone. Et alors, on a fait recours à des données du SNIS. On s'est dit, on va regarder les proportions des cas d'anémie par rapport aux visites totales dans la zone. Mais ça devait être intéressant pour nous de les regarder pour chaque aire de santé. Alors, on a comparé avec les proportions de l'aire de santé comparée avec la proportion de la ville et aussi au niveau national. Et ça s'est fait pour chaque aire de santé qui existe dans la zone pour essayer de voir où est-ce qu'il y a plus de cas d'anémie touchés. Vous allez voir, par exemple, dans ce graphique, ça nous montre juste Mikala. Et on a écrit à côté 2 structures. Ça veut dire juste 2 structures ont renseigné sur les visites des cas d'anémie dans cette aire de santé. Et vous allez voir que ça montre que la moyenne, la proportion des cas d'anémie est au-dessus de la moyenne de Kinshasa qui est en vert et la moyenne nationale qui est en bleu. Alors, nous avons fait cet exercice pour toutes les aires de santé de la zone de santé d'Ntélé. Juste pour vous noter que les données du SNIS ne sont pas complètes. Ce sont des données, on nous montre par exemple ici que juste 2 structures dans cette aire de santé ont renseigné. Alors, vous pouvez vous poser des questions. Si les données ne sont pas complètes, pourquoi elles nous intéressent? Oui, même les données que nous collectons sur le terrain ne sont pas toujours complètes. Mais quand on a plusieurs sources qui ne sont pas complètes, on les met ensemble
ça nous donne des résultats qui sont forts et qui peuvent être utilisés comme évidents sur le terrain. Alors, une fois qu'on a regardé les données sur l'anémie, on s'est dit, il faudra jeter aussi un coup d'œil sur le palu. Pourquoi le palu? Parce que quand on a fait les entretiens préparatoires avec le MCZ, les IT et les gens du RECO, ils nous ont dit que si dans la zone, on connaît les cas d'anémie, c'est parce que c'est une zone endémique et il y a plus de palu. C'est donc le palu qui est la cause principale de l'anémie dans cette zone. Alors, on s'est dit, on va faire le même exercice pour voir les proportions des cas du paludisme traités par rapport au total des visites dans chaque aire de santé. Et on a produit ces graphes comme on l'a fait avec l'anémie. Alors, ensuite, quand on a eu ces éléments, on s'est dit, il faudra faire des entretiens, donc avec les présidents des CAC, d'autres IT, des associations des femmes, des pères éducateurs, bref, des gens de la communauté pour essayer de ressortir des causes de l'anémie. Ce qui a été fait, on a préparé un guide d'entretien, on est allé sur le terrain et voilà ce qui ressort de nos entretiens. Les résultats clés sont, pour l'itinéraire thérapeutique, on nous dit la perception du personnel de soins et des recours que les gens se décident d'aller à la fossa lorsque la maladie est déjà au stade avancé. Et on s'est demandé pourquoi. Ils ont dit c'est parce que d'abord dans la zone, les gens sont attachés à la prise des solutions faites à base de plantes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Célé, quand quelqu'un est malade, c'est d'abord recourir aux plantes. Et quand ça ne va pas, il va faire l'automédication. L'automédication, c'est acheter par exemple paracétamol, des produits qui ne coûtent pas cher, il prend. Et si ça se calme, c'est fini. Mais si ça s'empire, c'est alors que la personne se décide d'aller à l'hôpital. Et d'autres personnes, quand bien même ils vont à l'hôpital, ils demandent à faire directement des examens cliniques, des examens de labo, et il évite de payer les frais de consultation parce qu'il dit que ça coûte cher. Une fois qu'il a les résultats, il prend, il demande l'ordonnance et il va se débrouiller lui-même pour acheter les médicaments. Mais aussi, on nous a dit que c'est parce que les gens n'ont pas de moyens financiers. Et donc, la majorité de la population dans cette zone est pauvre. Et ils n'ont pas assez de moyens pour aller à l'hôpital. D'où ils se contentent par utiliser les plantes qu'on peut avoir dans le jardin, au champ ou au coin de la route et que ça ne coûte pas cher, ou carrément aller acheter des produits qui coûtent moins cher. Et par rapport à l'anémie, on a dit que ce sont les enfants en âge préscolaire qui sont la catégorie la plus touchée par l'anémie. C'est ce que les gens de la communauté et les personnels soignants nous ont rapporté. D'après la majorité des personnels, c'est que la cause principale de l'anémie était d'abord le paludisme grave ou mal soigné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le palu qui se manifeste d'abord par la fièvre, la personne prend les plantes pour calmer la fièvre et dès que ça se calme pour lui, il fait semblant que ça passe ou bien il prend paracétamol, mais il ne sait pas traiter la cause. Et le palu qui reste là va compliquer et après, on se rend compte que l'enfant se retrouve en état d'anémie, c'est alors qu'on va à la fossa. Mais aussi, ils ont dit que c'est l'alimentation qui est insuffisante en quantité, en qualité. Les gens mangent pour avoir un peu de force ou remplir l'estomac, mais ils ne tiennent pas compte de la qualité de la nourriture qu'ils mettent dans leur assiette ou qu'ils donnent aux enfants. Et comme on a dit tout à l'heure, le recours au traitement traditionnel. Comme vous le savez, le traitement traditionnel est constitué de plantes qui causent un peu du retard dans la prise en charge de médicaments. Alors, lorsqu'on a eu ces éléments, c'était très intéressant, mais cependant, on s'est dit, ça ne nous ressort pas vraiment la dynamique du genre. On ne sait pas comprendre pourquoi les femmes sont touchées par l'anémie plus que les hommes. C'est vrai, on nous donne les causes, on comprendra le retard au recours de soins, on comprendra l'utilisation des plantes au lieu que de la médecine moderne, mais ça n'explique pas pourquoi les femmes sont plus touchées. Alors, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? D'où il fallait réfléchir pour avoir les gens qui ont souffert de l'anémie, essayer de voir quels sont les points communs chez tous ces gens qui ont souffert de l'anémie. Est-ce parce qu'ils habitent dans un seul quartier? Est-ce à cause d'une profession? Est-ce parce qu'ils mangent quelque chose de semblable? On s'est posé tant de questions, alors on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est décidé alors de rencontrer les gens qui ont souffert de l'anémie. Mais comment les avoir? Alors, il fallait passer par les fossas, parce qu'on s'est dit, une personne qui a souffert de l'anémie, d'une manière ou d'une autre, peut aller à la fossa, même s'il y a un faible pourcentage des gens qui n'y vont pas. Peut-être parce qu'ils sont morts ou ils ont traité d'une autre manière, mais quand même, il y a un pourcentage des gens qui iraient dans la fossa pour chercher les soins. Alors, on s'est dit, on va aller dans les fossas, on va prendre les noms des gens qui sont malades, qui ont souffert de l'anémie, et on va essayer de les rencontrer dans leur ménage, essayer de discuter avec eux.
Ça a été une méthodologie qu'on a essayé d'adapter. On a discuté de ça avec le médecin-chef de zone, avec les IT et les RECO. Ils ont trouvé que ça devait être faisable. Alors, une fois que cela a été validé, voilà ce qui a été fait. On s'est dit, on va aller dans les fossats, prendre tous les cas d'anémie qu'il y a eu de janvier jusqu'à juillet 2021. Ce sont des gens qui sont passés par la formation sanitaire. Mais si tu n'es pas passé, c'est qu'il n'y a pas moyen de te capter. Et alors, avec l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure de comment on a regardé dans les aires de santé pour voir où est-ce qu'il y avait plus de cas d'anémie et de palud, on s'est dit, on va prendre par convenance 5 aires de santé. Comme vous le savez, lorsqu'on fait une étude quantitative, il y a un problème de contrainte temps, contrainte de ressources humaines et ressources financières. Alors, on s'est dit, comme on a l'habitude de collecter les données assez rapidement, il fallait prendre quand même quelques aires de santé où il y a plus de cas d'anémie ou de palud pour voir un peu ce qui peut nous ressortir comme résultat. Là, on a retenu les 5 aires qui sont Baumbu 1, Kindobo, Mikala Dingi et Bouma. Ensuite, sur base toujours des données SNIS, par exemple pour Mikala, on nous avait indiqué qu'il y avait juste 2 aires de santé, 2 fossats, je m'excuse. Mais en allant sur le terrain, on s'est rendu compte que dans l'aire de santé, il y avait plus de fossats. Et ce qui fait qu'au lieu de 2 fossats qu'on avait prévu de visiter, on devait aller dans toutes les fossats parce que notre objectif, c'était de capter plus de gens qui ont souffert de l'anémie pour que ça nous donne un peu plus d'éléments. Au total, on a eu 30 fossats confondus dans les privés, publics conventionnels et des catégories 2, 3, 4. Les catégories 2, 3, 4, c'est juste pour dire le nombre de lits qu'il y a dans la fossa. Ça part de 0 jusqu'à 39, 40. Et après cet exercice de visite dans les fossats, nous avons eu 1256 ménages qui ont été identifiés comme ayant un cas d'anémie de janvier jusqu'à juillet 2020. Mais on s'est dit, il faudra faire le tirage parce qu'on n'a pas assez de temps pour entrer dans tous ces ménages. En voulant faire le tirage, on s'est rendu compte qu'il y a des gens, quand ils vont à l'hôpital, ils ne donnent pas leur adresse complète. Or, nous, c'était passer par la fossa, identifier le cas d'anémie et aller le suivre dans ce ménage pour faire l'interview parce que tous ces gens ne sont pas encore à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas d'adresse ni de numéro de téléphone, on ne sait pas atteindre cette personne. Alors, on est passé par le nettoyage, enlever toutes les personnes qui n'avaient pas d'adresse complète et enlever tous ceux qui n'avaient pas, ou on n'avait pas indiqué, par exemple, l'âge et le sexe. Et on est resté avec un nombre de 1049 cas d'anémie. Ensuite, on s'est dit, on va faire tirer l'échantillon parce que c'était toujours énorme. On a tiré un échantillon représentatif par âge et par sexe et par aire de santé et on est resté avec 845 cas retenus pour les 5 aires de santé. Dans l'entretemps, on s'est dit, comme ça sera une enquête ménage, c'est qu'il faut préparer un questionnaire. Et on a commencé à préparer le questionnaire en se basant aussi sur des éléments qu'on a eu lors des entretiens préparatoires dès le départ avec le MCZ et les IT, les gens de la communauté. Et ensuite, on a fait un questionnaire qu'on a mis en ligne sur Kobo, puis on a testé et on s'est dit, on va aller avec dans les fossats. Mais dans l'entretemps, pendant qu'on préparait le questionnaire, on s'est dit, il faudra voir un peu ce qui ressort de notre base de données qu'on a eu de 1049 cas. On a fait juste une analyse rapide en jetant un coup d'œil et voilà ce qui est sorti. On a vu qu'il y avait, vous allez voir là où il y a le crochet en rouge, on a remarqué que dans nos données, c'était plus les enfants de 1 à 5 ans qui étaient touchés par l'anémie. Et près de 20%, c'était les enfants de 1 an. Près de 12%, c'était les enfants de 2 ans. On s'est dit, oh, pourquoi alors c'est la tranche d'âge qui est le plus touchée? On s'est posé des questions. Alors, on s'est dit, pour avoir des réponses, il faut retourner à la source. Et donc, il fallait rentrer en télé pour aller discuter avec le personnel de soins parce que ce sont eux qui sont censés, qui ont reçu ces enfants et les traiter dans leur fossa. On a donc identifié quelques fossas où on est allé pour poser des questions. Les personnels de soins nous ont dit, par exemple, que c'est le sévrage du lait maternel intervient autour de 12 à 18 mois. Comme vous le savez, lorsqu'on va servir l'enfant ne reçoit plus les éléments nutritifs qu'il y a dans le sein maternel. Et si l'alimentation de l'enfant n'est pas solide, et donc l'enfant est exposé à avoir diverses maladies, et si c'est le palud ou des diarrhées ou quoi, l'enfant peut tomber dans l'anémie. Ils nous ont aussi dit qu'autour d'1 an, les parents considèrent que l'enfant n'est plus un bébé et font moins attention à l'alimentation de leur enfant. Et donc, l'enfant peut manger n'importe quoi, manger même le repas des adultes. Autour d'1 an, les parents commencent à faire l'automédication. Comme on vous a dit dans la zone, l'une des spécialités, c'est aussi faire l'automédication. Et les parents considèrent qu'à partir d'1 an,
on peut donner à l'enfant le médicament alors que quand il est tout petit, on l'amène directement à la fossa. Toujours autour d'1 an, l'enfant quitte le lit parental et n'est plus protégé par la moustiquaire. Donc, les parents dorment sous la moustiquaire, alors que les enfants, non. Et quand le plus petit, qui a 1 an, rejoint ses frères et ses sœurs, il est donc exposé aux piqûres de moustiques et donc peut faire des formes de palu. Aussi, un autre élément, c'est que les femmes peuvent tomber enceintes à nouveau lorsque le dernier enfant est à autour d'1 an. Alors, on lui prête moins attention et on les laisse aux soins de ses frères aînés et ses sœurs. La mère s'occupe plutôt de l'enfant qui est dans son sein. Alors, vous allez voir que tous ces éléments, ça montre que l'enfant n'a plus d'attention et l'enfant peut être exposé au piqûres de moustiques, il tombe malade, peut-être la mère ne sait même pas que l'enfant a la fièvre et d'où ça peut amener l'enfant à faire des anémies. Alors, on s'est dit, en écoutant les personnels de soins, c'est qu'ils ont lancé la balle dans le camp des mères. Ce que nous devons faire, c'est aller causer avec les mères. Pourquoi? Vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a une question qui surgit, on s'est dit il faut aller faire des entretiens, qui est donc une étude qualitative pour essayer d'expliquer le pourquoi. Chaque fois qu'il y a le pourquoi, on ne réfléchit pas dans le bureau, on s'est dit on rentre sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on a décidé de faire des groupes de discussion avec les mères, mais des mères qui ont au moins un enfant entre 1 an et 5 ans, parce que c'est la tranche qui nous intéresse. Alors, des groupes de discussion, les mères ont dit que effectivement le sévrage intervient, mais cette fois-là, entre 15 et 21 mois en moyenne. Mais ils nous ont dit aussi que l'introduction de l'eau et de la nourriture commence un peu tôt, déjà à partir de 3 mois. Or, dans l'allaitement maternel, on demande à ce qu'on puisse allaiter l'enfant, excusez-moi, jusqu'à 6 mois, mais eux, ils commencent un peu tôt. Et donc, ils donnent un peu de la nourriture à l'enfant pour plusieurs raisons. Et toujours, ils ont dit qu'à partir d'1 an, l'enfant mange comme le reste de la famille. Ça veut dire, le matin, quand vous vous réveillez, s'il y a le thé à donner à tout le monde, si tout le monde prend, et s'il n'y a pas l'argent, cet enfant d'1 année va manger juste le soir, ensemble avec le reste de la famille. Et on a dit que l'enfant fait des diarrhées à partir de 4 à 5 mois quand il commence soit à s'asseoir et il touche au sol, il ramène ses mains à la bouche, ça lui cause des vers intestinaux, il a des diarrhées à tout moment, mais aussi à cause de la poussée dentaire. Mais quand l'enfant fait plus de diarrhée, alors que la mère ne s'intéresse même pas, elle est préoccupée à faire autre chose, vous voyez, avec la diarrhée, ça peut occasionner la perte des éléments nutritifs, tout ce qui est bon pour sa santé, et l'enfant peut retomber, faire des maladies et retomber dans l'anémie. Toujours selon les mères, elles disent qu'elles ont confirmé qu'elles commencent l'automédication autour de 11 mois environ, alors que le personnel de santé avait parlé d'1 mois, d'1 année, et ils ont parlé de 11 mois, ce qui rejoint un peu l'idée des personnels de soins. Aussi, en suivant les familles, on dit que l'enfant peut rester jusqu'à 3 ans dans les lits parentaux. C'est un peu plus tard par rapport à ce que le personnel de soins ont dit. Mais 3 ans, ça reste toujours l'enfant est plus petit. Et les mères ont souligné que parfois, les enfants ne veulent pas dormir sous la moustiquaire à cause de la chaleur. Donc, même si vous les mettez sous la moustiquaire, eux, ils quittent la moustiquaire sous prétexte qu'il y a de la chaleur. Alors, on s'est dit toujours avec notre base de données, des données qu'on a collectées dans les fossas, on a dit on va regarder ces données et désagrégées par âge et par sexe. On a créé des groupes d'âge et on a désagrégé par sexe. On a constaté que les femmes sont beaucoup plus affectées par l'anémie à partir des 18 ans et plus. Vous regardez, la tranche de 18 ans et plus, c'est presque 71% des femmes qui sont affectées, qui ont été affectées par l'anémie. Mais quand on regarde des groupes d'âge, les autres groupes d'âge, on ne voit pas vraiment des différences. Et il n'y a pas même de différences significatives quand on fait des analyses approfondies. Et en regardant tout ça, on s'est dit que c'était très intéressant. Alors, il faudra aller dans les ménages pour parler avec les gens de la communauté, ce qui est en train d'être fait. On continue notre collecte de données pour l'instant. Alors, juste pour récapituler les étapes de notre étude, nous avons dit, quand on a eu l'idée de commencer l'étude, la première des choses, c'était aller voir le BCZ, le MCZ, discuter avec lui. Et on a discuté avec certains personnels de soins, des RECO. Et sur base des éléments qu'ils nous ont donnés, on s'est dit il faudra jeter un coup d'œil un peu dans les données du SMIS pour voir les problèmes qu'il y a en rapport avec l'anémie et le paludisme dans chaque aire de santé. Ce qui était fait. Et ensuite, on s'est dit
on va faire des entretiens approfondis avec les gens de la communauté, les IT, les associations des femmes et des pères éducateurs pour essayer de ressortir les causes de l'anémie. On l'a fait, mais on a senti qu'il n'y avait pas vraiment des points qui nous montraient pourquoi l'anémie touche plus les femmes que les hommes. Alors, on s'est demandé comment avoir ces causes, comment comprendre que tel ménage, telle catégorie de personnes est plus touchée plutôt que telle catégorie. Alors, c'est ainsi qu'on a eu l'idée d'aller à la source, causer avec les gens qui ont souffert de l'anémie. Mais comment les avoir en espérant que ces gens sont allés dans la fossa? On est alors allé dans les fossas, on a enregistré toutes les informations, rapport les ménages qui ont, les cas des personnes qui ont eu les anémies, leur adresse, leur nom, leur coordonnées. Et ensuite, on a discuté de la méthodologie avec l'IT et le MCZ et puis les RECO pour voir comment on peut identifier ces ménages. Et puis, on a fait des entretiens qualitatifs avec le personnel de santé dans les fossas pour essayer de comprendre pourquoi le groupe des enfants était le plus touché par l'anémie. Ensuite, on a discuté avec les RECO pour voir comment il fallait identifier ces ménages sur les terrains. Et en rapport avec les éléments sur les enfants, on a fait des groupes de discussion avec les mères qui ont eu au moins un enfant de 1 à 5 ans pour expliquer pourquoi les enfants étaient plus touchés par l'anémie. Et au moment où nous parlons, nous sommes en train de faire nos entretiens quantitatifs sur base de notre échantillon représentatif pour essayer de comprendre les facteurs récurrents au cas d'anémie. Et comme prochaine étape, c'est que Pia a expliqué le travail de la CAST. On ne se limite pas à faire la collecte des données parce que c'est un travail qu'on fait nous-mêmes. Déjà, cette semaine, nous allons faire le nettoyage des données et ensuite, nous allons procéder par l'analyse des données en utilisant SPSS ou EPInfo et on va préparer des présentations pour présenter aux différents acteurs pertinents. Et après chaque présentation, on va faire le co-développement des actions avec les acteurs de terrain et des communautés. Et donc, l'approche que la CAS a utilisée pour l'étude d'Insele, c'était d'abord, premièrement, l'utilisation de plusieurs sources de données. On a regardé les données du SMIS. On a utilisé les données que Magna nous avait partagées sur les données de l'anémie Antillais. On a regardé les données des autres sections comme nutrition et santé. Et puis, nous-mêmes, nous avons fait des entretiens approfondis et on a fait des focus group. Donc, plusieurs sources de données ont été utilisées et puis plusieurs types de données. Ensuite, chaque fois qu'on évoluait, on essayait d'adapter la méthodologie pour essayer de répondre aux réalités du terrain. Parce que nous, notre objectif, c'est avoir les causes de l'anémie dans la zone. Et quand on pensait que là, il nous faut encore aller plus creuser pour avoir des données, on n'hésitait pas à adapter notre méthodologie. Et en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est le focus, c'est que tout ce qu'on a comme résultat, que ça soit utilisé. On ne va pas rédiger des rapports qu'on va distribuer ou qu'on va mettre sur nos étagères, mais notre objectif, c'est que chaque résultat qu'on va avoir soit utilisé et que ça soit utile aux différents acteurs. Merci pour le temps que vous nous avez accordé pour écouter cette présentation. Eh bien, je repasse la parole à Pia pour la suite. Merci. Ok, merci Fanny. Peut-être pour terminer et ouvrir la discussion, on a réfléchi à quelques questions qu'on pourrait poser à l'audience et ça peut être un bon début de discussion, mais bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, les questions qu'on propose pour réfléchir ensemble, c'est à votre avis, et selon votre expérience et d'après ce que Fanny vous a expliqué déjà, quelle autre source de données ou autre type de données est-ce qu'on pourrait ajouter dans cette étude et pourrait être pertinente pour enrichir notre analyse? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qu'on souhaitait discuter ensemble, c'est quels sont les avantages et les limites de cette méthodologie selon vous? J'imagine que vous avez remarqué qu'on n'a pas présenté de slide sur les limites de l'étude. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas, mais c'était plutôt pour qu'on en discute ensemble et échanger là-dessus. Donc, voilà. Comme je disais, s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires qui ne sont pas liés à ça, on est bien sûr disponible aussi. Merci beaucoup. Merci Pia, merci Fanny pour votre présentation. C'était très intéressant. Je pense que c'est une bonne idée de discuter ensemble ces questions-ci aussi. Peut-être d'abord demander s'il y a quelqu'un qui a des questions pour clarifier, des questions sur la présentation que vous avez vue.
Vous pouvez poser vos questions soit en levant la main, soit en les écrivant dans le chat, soit en juste mettant votre microphone. Hein. Je vois que Soledad, elle pose une question dans le chat. Elle dit un grand merci pour cette très belle présentation, Pia et Fanny. Est-ce qu'à la fin d'une étude, vous revenez vers les participants, les prestataires de soins, les maires, pour leur communiquer les résultats? C'est peut-être une question pour Pia. Oui, merci pour la question. Alors, on essaye de plus en plus, effectivement, de faire des restitutions au niveau communautaire, en passant par les CAC ou en passant par les associations de femmes. On ne peut pas garantir de retourner auprès de chaque participant à notre étude, mais quand on peut, on essaye le plus possible, effectivement, de faire une restitution au niveau communautaire et de réfléchir d'ailleurs à ce même niveau à des actions, à des suggestions. On trouve que les actions et les recommandations, elles sont tout de suite beaucoup plus solides quand elles viennent directement du niveau communautaire. Donc, effectivement, ça fait partie de notre méthodologie de représenter aux participants. D'accord, merci. Il y a aussi Dr Solange qui demande, avez-vous élaboré un protocole avant de débuter l'étude? Alors, je ne sais pas exactement ce à quoi vous faites référence par le mot protocole. Nous, on appelle ça terme de référence. C'est un document cadre, on va dire, qui clarifie les objectifs de notre étude et la méthodologie qu'on va utiliser. Donc, c'est ça notre document de référence. Mais on a toujours cette flexibilité de dire si ce qu'on rencontre sur le terrain est en fait incompatible avec ce qu'on avait prévu dans les termes de référence, eh ben, c'est plutôt les termes de référence qui vont être adaptés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je passe peut-être la parole à Dr Solange qui a posé la question et qui lève sa main aussi. Dr Solange, vous voulez encore réagir? Vous pouvez allumer le micro, on ne vous entend pas. Parmi les limites et disons, les avantages de l'étude, comme il n'y avait pas, disons, un plan concis à l'avance et ils adaptent sur le terrain, c'est déjà un avantage parce qu'ils pouvaient déjà tracer une ligne et arriver sur le terrain, c'est le contraire. Donc, ça fait partie des avantages. Cette méthodologie constitue un avantage pour l'étude. Merci, Dr Solange. Merci. Il y a aussi Marie Medec qui écrit dans le chat, merci beaucoup pour la présentation, Pia et Fanny. Est-ce que vous faites également une analyse qualitative des données et pas seulement quantitative via SPSS? Et si oui, comment procédez-vous? Je ne sais pas si c'est Fanny ou Pia qui préfère répondre. Je réponds maintenant parce que Fanny a beaucoup parlé, je lui laisse un peu le temps pour se reposer. On fait bien sûr une analyse qualitative de nos données qualitatives. On utilise le logiciel NVivo pour notre analyse. Ok, merci. Alors, je vais passer la parole à Papi qui a levé la main. Papi, tu veux parler? Oui, je voudrais d'abord remercier nos deux présentatrices. Elles ont fait une présentation de qualité et vraiment avec beaucoup de renseignements. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir un peu sur... J'ai beaucoup de questions, je ne sais pas si je peux le poser tout ou bien y aller progressivement. Alors, tout au départ, Pierre a parlé d'analyse intégrée des épidémies, dont les résultats sont présentés aux différents acteurs de terrain pour les accompagner dans les prises de décision. Je voudrais un peu qu'elle explique succinctivement qu'est-ce que c'est qu'une analyse intégrée. Et deuxième chose, la CAS est sur le terrain, donc fait beaucoup d'études et rapporte beaucoup de données. Alors, est-ce que, je voulais parler de deux moments, avant une étude et après l'étude. Vous avez déjà fait beaucoup d'études. Est-ce qu'avez-vous le sentiment qu'après l'étude, les choses ont changé sur le terrain? Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté par les acteurs sur le terrain? Avez-vous le sentiment que vous avez vraiment une implication positive dans la communauté par rapport à tout ce que vous menez comme étude? Je voudrais revenir un peu sur, c'est ma troisième question.
je voudrais revenir sur leur manière de collecter les données. Je vu dans le slide Kobo Collect. Est-ce que c'est le seul logiciel que vous utilisez par rapport au data management ou il y a autre logiciel que Kobo Collect que vous utilisez? Et j'ai également entendu quatrième question, qu'elles utilisent deux logiciels pour l'analyse des données, SPSS et EpiInfo. Alors, pourquoi le choix des SPSS et EpiInfo? Est-ce que vous vous limitez essentiellement sur les études observationnelles? Parce que j'ai l'impression que les études sont essentiellement observationnelles. Descriptives ou analytiques, je ne sais pas très bien, mais j'ai eu l'impression que l'étude qu'elles sont en train de mener actuellement, c'est une étude observationnelle. Est-ce qu'il y a des études autres qu'observationnelles qui ont déjà été faites? S'il y en a, est-ce qu'avez-vous déjà réalisé une étude, un cas témoin, une étude de cohorte, OK? Et avez-vous déjà fait ce genre d'études? Si oui, donnez-nous un exemple. Finalement, une dernière question, comment avoir accès à vos publications? Parce que moi, c'est la première fois, je connais UNICEF, mais la première fois que j'entends parler de CAS. Alors, comment avoir accès à vos publications, à vos données, et pour que nous puissions, dans les prochains temps, avoir des échanges plus solides? Merci beaucoup. Merci, Papi. Je ne sais pas, Piet, si tu as pu un peu noter. Oui, j'ai noté. Merci. Vous m'entendez? Oui. Je pense que le micro, parfois, on a remarqué dans le chat que le son était un peu faible. Oui, j'ai vu. J'essaie de vraiment parler dedans, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous n'entendez pas. Merci beaucoup pour toutes les questions. Alors, si j'essaye de reprendre dans l'ordre, analyse intégrée des épidémies, c'est une approche qu'on a développée depuis les réponses Ebola en RDC au sein de la CAS, mais avec d'autres acteurs aussi en santé. Et en fait, l'idée derrière cette approche, c'est que pour comprendre la situation sanitaire dans un contexte d'épidémie, ça ne suffit pas seulement d'avoir une lunette épidémiologie et à côté une lunette sciences sociales et de l'autre côté une lunette, par exemple, surveillance des services de santé de routine. Ce que nous, on propose, au contraire, c'est de regarder toutes ces données en même temps et donc d'analyser toutes ces données ensemble en les regardant sur le même plan et en essayant de les comprendre de manière intégrée, donc tout ensemble. Est-ce qu'elles se parlent et est-ce qu'il y a des liens entre toutes ces données? Et donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que ça permettait d'avoir un tableau beaucoup plus complet, en fait, de ce qui se passe en termes de santé pendant une épidémie. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se concentrer sur peut-être que le point de vue épidémiologique, le nombre de cas, la létalité. Et par exemple, on regarde moins l'utilisation des services de santé de routine. Et donc, le but, c'est vraiment d'encourager toutes les personnes qui ont des données à s'asseoir ensemble et à partager ces données et à analyser de manière intégrée toutes ces données. Donc, c'est ça, en un mot, l'analyse intégrée des épidémies. L'autre question, c'était sur les impacts de notre recherche. C'est une question qui est très pertinente. C'est vrai que c'est à la fois notre objectif principal et notre défi depuis le début. C'est comment s'assurer que nos données soient vraiment utilisées pour voir un impact. Alors nous, à notre niveau, on essaye de documenter et de suivre cet impact. C'est-à-dire que quand on co-développe des recommandations avec des acteurs, quand on co-développe des actions concrètes, nous, de notre côté CAS, on les compile en fait dans un tableau de suivi et on va faire le suivi régulièrement avec les acteurs et leur demander est-ce que cette action, vous avez finalement réussi à la mettre en œuvre? Est-ce que cette intervention, vous avez pu le financer, etc. Et ça, c'est ce qu'on peut faire à notre niveau pour s'assurer de mesurer notre impact. Mais évidemment, c'est toujours un défi et ça demande un effort vraiment quotidien. Ça demande de vraiment aller rencontrer les gens, d'avoir des relations avec les différents acteurs pour que non seulement ils connaissent notre existence, qu'ils connaissent nos données, qu'ils aient confiance dans nos données et qu'ils aient aussi envie de les utiliser. Donc, voilà, c'était quelques éléments de réponse, mais c'est vraiment un point très pertinent de réflexion.
Je vais peut-être laisser Fanny répondre sur les logiciels après, mais je saute à l'étude observationnelle. Alors, je ne suis pas exactement sûre d'avoir compris exactement ce dont vous vouliez parler. En termes d'études, c'est vrai que comme on a un côté très opérationnel, souvent on s'est concentré sur des protocoles d'études qui sont un peu moins lourds et rigides. Ça ne veut pas dire qu'on en oublie la qualité et la rigueur scientifique, mais on évolue en fonction du contexte et des différentes contraintes de temps qu'on a par rapport à notre méthodologie. Et enfin, pour l'accès aux publications, alors je vais partager peut-être avec vous dans le chat. On a une page sur le site UNICEF qui récapitule un peu tous nos derniers rapports et les études que nous sommes en train de mener. On a aussi des listes de diffusion d'emails, des espèces de newsletters. Donc, si ça vous intéresse, on peut complètement ajouter vos adresses mail là-dessus. Et ça vous donne des mises à jour hebdomadaires ou bi-hebdomadaires de nos activités. Et puis, par ailleurs, si vous souhaitez vraiment rentrer dans une collaboration plus poussée et avoir accès aux données et utiliser les données, nos données, elles sont en accès libre, donc vous pouvez nous contacter en bilatéral et on vous donnera accès à toutes nos données. Évidemment, elles ne sont pas notre propriété et on veut justement qu'elles soient utilisées par tout le monde. Je laisse la parole à Fanny pour les points plus logiciels et voilà, merci. Merci Pia. Merci Papi pour la question. Pour la collecte de données, oui, effectivement, jusque-là, on n'utilise que Kobo Collect parce que c'est assez simple pour l'avantage, ça nous présente les données de manière assez simple pour l'analyse. Et pour nous, on trouve qu'au lieu d'utiliser par exemple ODK ou ONA, Kobo Collect, c'est plus facile et ça présente très bien ces données. Et même pour l'utilisation, quand on fait la collecte de données sur le téléphone, on trouve que son interface, c'est plus clair et c'est plus simple pour nous. C'est pour ça qu'on a choisi Kobo Collect jusque-là. Par contre, pour l'analyse des données, on n'utilise pas que SPSS et EpiInfo. Il y a 2 fois qu'on fait des analyses avec R. On peut utiliser Stata, mais pour cette étude, ça dépend aussi de personnes qui vont faire des analyses et la personne se sent à l'aise avec quel logiciel. Et ça dépend aussi de quel type d'analyse on veut. Mais les gens qui vont faire l'analyse pour cette étude ont préféré utiliser soit SPSS, soit Stata. Et je crois que c'était les 2 questions en rapport avec les logiciels. Fanny? Oui. S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Vas-y. Oui, je voulais juste demander par rapport au logiciel dont vous parlez. Vous avez aussi évoqué un aspect qualitatif dans vos études. Et là, vous ne parlez que de R, Stata et SPSS dont vous avez parlé avant. Et comment vous analysez les données qualitatives? Avec quel logiciel vous analysez les données qualitatives? Oui, merci. Pia avait déjà répondu à cette question. On utilise NVivo pour l'analyse de données qualitatives. Ok, merci. Merci. Mais aussi, autre chose que je voulais demander. Vous avez dit au départ que vous avez votre propre équipe ou vos propres équipes pour la collecte des données sur terrain. Vous ne pensez pas que rester seulement entre vous, c'est enfermer un peu la discipline et l'activité? Par contre, ça serait encore un grand avantage si vous élargissiez les réseaux en créant des points focaux un peu ici et là pour vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des sources beaucoup plus croisées, comme vous avez besoin d'informations qui viennent des sources diverses. Vous ne pensez pas que ça pourrait aussi vous aider à avoir plus et même à avancer un peu mieux? Merci, je commence par répondre, peut-être Pia va ajouter. Et en fait, c'est en parlant des disciplines qu'on trouve que c'est mieux si on a une équipe qu'on suit, ils connaissent vraiment la logique de la CAS, les disciplines de la CAS. Comme vous savez, dans la collecte de données, vous êtes chercheur, dans la collecte des données, quand on a 2 enquêteurs, tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui remplissent les données tout en étant chez lui. Et pour éviter ça, on s'est dit, on recrute notre équipe des chercheurs conformes, chez qui on fait le renforcement des capacités et du coup, ils connaissent ce que nous on veut et quelles sont les attentes de la CAS et ils collectent les données dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il y a autre chose qu'elle va ajouter dans ce sens-là.
Bon, je comprends, mais je crois peut-être que ça pourrait aussi être un avantage dans ce sens que les personnes qui feraient partie de votre réseau pourront bénéficier en même temps de la même formation dont bénéficient les membres de votre équipe locale. Et ça pourrait faire en ce moment-là un complément et un plus. Oui, je comprends, mais comme on a dit, à la casse, la collecte de données, il y a d'abord le facteur temps aussi qui est pris en compte. S'il nous faut collecter plus de données et qu'on sait qu'on a besoin d'avoir besoin de l'expertise extérieure, on n'hésite pas à contacter les personnes et bien sûr les former. Mais on a déjà notre équipe de base qui travaille avec nous de manière continue. OK, merci. Merci beaucoup pour cette clarification. Je passe la parole à Dr. Cuispont qui a levé la main. Merci Annemie. J'avais d'abord beaucoup de remerciements pour la présentation et des félicitations aussi pour Pia et Fanny, que je retrouve d'ailleurs autour d'un autre sujet aujourd'hui. J'avais quand même une petite préoccupation et je voulais aussi éclairer parce qu'il fallait quand même essayer de réorienter parce que j'ai un souci dans la compréhension. Nous avons parlé autour de l'anémie, mais lorsque vous parlez des diarrhées à répétition chez les enfants, en fait, la conséquence n'est pas directement l'anémie telle que vous l'avez souligné. La conséquence, c'est la déshydratation. Et dans les diarrhées à répétition, je crois qu'il fallait peut-être réorienter parce que j'ai même apprécié quand vous parliez d'adapter votre TDR en fonction du terrain. Il y avait, je crois, un soubassement derrière ces diarrhées à répétition qui sont essentiellement les parasitoses, en fait, les infections parasitaires. Et ça, c'était notamment pour moi la question que j'avais retenue de savoir si vous aviez pensé aussi à investiguer dans le sens des infections parasitaires sur le terrain, adapter vos TDR en fonction de cet aspect qui est probablement associé au paludisme, en fait, l'une des causes aussi de ces anémies, que de parler de des diarrhées, parce que les diarrhées en soi ont plusieurs causes et pour moi, la première conséquence de ces diarrhées serait plutôt la déshydratation que l'anémie en termes de physiopathologie, si on doit parler médicalement parlant. Oui, merci beaucoup pour la question, docteur. Effectivement, on a intégré aussi des questions pour comprendre si les parasitoses étaient très présentes dans les différents ménages. En fait, notre questionnaire auprès des ménages, on a essayé dedans d'explorer les grandes causes potentielles de l'anémie. Donc, on a exploré le palu, on a exploré l'alimentation pour voir notamment les composants en fer, et on a fait une composante aussi pour explorer les diarrhées et les parasitoses. Et donc, on a posé des questions aux gens pour savoir est-ce qu'ils ont déjà eu des parasitoses, combien de fois, etc. Mais comme on se dit que peut-être ils savent pas eux-mêmes qu'ils ont une parasitose, on pose aussi la question de la diarrhée parce que ça peut être un des signes et donc ils ont le symptôme sans forcément savoir quelle est la cause. Donc on a pris ça en compte aussi. J'espère que ça répond à la question. Et donc, quand on demandait aux mères pourquoi les enfants tombaient malades ou à quel âge les enfants tombaient malades, c'est vrai que ce qu'elles ont le plus cité, c'est les diarrhées. Et donc, nous, on voyait plutôt un lien diarrhée et du coup, à répétition et donc perte des nutriments qui peuvent venir de l'alimentation et donc affaiblissement. C'est plutôt le lien qu'on voyait aussi avec l'anémie, même s'il n'est pas direct, évidemment. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde aux autres questions qui sont sur le chat aussi. Oui, c'est ça, on peut les aborder et je pense que là, on aura presque atteint la fin de la présentation, mais on va justement jeter un coup d'œil à ce qui a été posé dans le chat. Donc, il y a Dr Vainqueur qui vous félicite d'abord et puis il demande, avez-vous obtenu une approbation d'un comité éthique pour l'étude
et pourquoi vous n'élaborez pas un protocole de recherche? Je vais les poser. Nos études, elles sont... Ah, pardon, allez-y, oui. Oui. Puis c'est encore César, je pense, qui vous félicite aussi et qui demande est-ce que vos études sont essentiellement mixtes ou quantitatives? Et il y a Dr Solange qui suggère les avantages de l'étude et du fait d'évoluer par rapport des terrains. Je pense qu'on a discuté ça aussi. Voilà, c'était ça les remarques dans le chat, les questions. Merci. En ce qui concerne l'approbation éthique, oui, nos études, elles sont approuvées par le comité éthique de l'école de santé publique de Kinshasa. Donc, on a eu une approbation pour l'ensemble de nos études. Je vois que la question du protocole de recherche revient. Peut-être que c'est moi qui explique mal aussi. On ne commence pas une recherche sans avoir défini les limites de notre recherche, qu'est-ce qu'on veut faire, quel type de données on va collecter. Ça, on le fait absolument. Et on fait signer nos termes de référence par les médecins chefs de zone, les divisions provinciales de la santé. Donc, on n'avance pas sans avoir déjà un objectif. C'est plutôt qu'on est flexible à adapter notre document cadre au fur et à mesure. Et la deuxième question, est-ce que nos études sont essentiellement mixtes ou quantitatives? Alors, je dirais que nos études, elles sont essentiellement qualitatives et mixtes. Alors, on commence souvent par du qualitatif et ça nous arrive de compléter par une dimension quantitative. Par contre, c'est beaucoup plus rare pour nous de commencer par du quantitatif. Donc, on a plutôt une forte tendance quali et mixte. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Pia. Et Fanny, je me suis dit, peut-être je répondrai encore à une de vos questions. Quelles autres sources de données pourraient encore être ajoutées? Je ne sais pas si ce serait intéressant aussi d'aller plus dans les diètes des familles. Qu'est-ce qu'ils mangent en fait? Je ne sais pas si ça a été déjà inclus. Et comment accéder à ces informations? Ça pourrait être dans les mêmes interviews ou s'il y a d'autres sources. C'est peut-être quelque chose qui serait intéressant à considérer aussi. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, Papi? S'il vous plaît, Némi. Voilà, je voudrais juste une petite réponse par rapport aux deux questions que Pia et Fanny ont posées sur leur représentation. Les deux dernières questions-là qu'ils ont posées. Vous avez déjà répondu à la première question. Je voudrais faire un commentaire sur la deuxième question par rapport aux avantages et limites de leur méthode. Comme avantage, je trouve que leur méthode a comme avantage la flexibilité parce qu'elles sont souples, ils sont sur le terrain, elles adaptent leur méthodologie par rapport aux contraintes qu'elles trouvent sur le terrain. C'est quelque chose de très positif par rapport à leur méthodologie. Comme ils limitent également parce que leur méthode, c'est une analyse intégrée. L'analyse intégrée, elles ont eu une lunette épidémiologique, une lunette sciences sociales, mais vous savez que chaque lunette a ses exigences scientifiques. Et intégrer toutes ces méthodes, il y a une certaine perte d'exigence sur une lunette sur une autre. Donc, c'est là un des avantages de cette méthodologie-là. Quand on intègre tout, et finalement, dans les exigences scientifiques, on est un peu limité, on est un peu bas. Voilà, c'est un peu ça mon commentaire à ce sujet. Mais je voudrais bien vraiment, en bilatéral, approfondir, avoir accès à leur publication. Donc, si on peut échanger par mail, voilà, ça serait intéressant pour moi. Merci. Merci, Papi. Je pense qu'en effet, s'il reste d'autres questions, malheureusement, on est un peu restreint par le temps, mais je pense que certainement, s'il y a d'autres questions, d'autres suggestions, qu'on peut entrer en contact avec Pia et Fanny pour échanger, pour continuer l'échange, parce que je vois que le sujet intéresse beaucoup de monde et il y a beaucoup d'idées là-dessus. Autrefois, merci. Vous voyez dans le chat le lien pour la page web du CAS et les adresses email aussi de Pia et Fanny. Et comme les autres fois, on va partager la présentation et l'enregistrement sur notre OneDrive. Vous avez tous accès. Merci de m'informer si vous n'accédez pas. Comme ça, je vais essayer de vous donner la permission.
Merci beaucoup et à demain pour ceux qui participent au Journal Club et à la semaine prochaine pour le reste. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci.